Éléonore, ma chérie, Maître Dubois nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Henri Beaumont ajustait sa cravate de soie devant le miroir du salon, incarnation parfaite du patriarche bordelais. À 60 ans, cet homme dirigeait l'empire viticole familial d'une main de fer, et ce soir, il comptait sceller l'avenir de sa fille unique. Éléonore contemplait les quais de la Garonne depuis les hautes fenêtres de l'hôtel particulier familial. Cette demeure du XVIIIe siècle avait abrité 4 générations de négociants en vin, mais ce soir, ces murs allaient être témoins d'une rébellion qui ébranlerait les fondations de la dynastie Beaumont. À 23 ans, elle possédait cette beauté classique française qui faisait se retourner les têtes, cheveux châtain clair, yeux verts hérités de sa grand-mère provençale, élégance naturelle sculptée par l'éducation bourgeoise. Mais derrière cette façade parfaite, bouillonnait une âme d'artiste que 6 années d'études en histoire de l'art avaient nourrie. Père, j'aimerais comprendre les véritables intentions de Maître Dubois. Henri fronça ses sourcils broussailleux. Ses intentions sont parfaitement honorables. Cet homme de 42 ans dirige le plus prestigieux cabinet d'avocats de Bordeaux. Sa fortune personnelle. Sa fortune ne m'intéresse pas. Éléonore. Marianne Beaumont, sa mère, leva des yeux inquiets de son fauteuil empire. À 55 ans, cette femme jadis pétillante s'était effacée derrière l'autorité conjugale, résignée aux décisions patriarcales. « Tu oublies à qui tu t'adresses », tonna Henri. « Maître Dubois est un parti exceptionnel. Il apprécie ton éducation et est prêt à t'épouser malgré tes extravagances artistiques. » Le mépris dans le terme « extravagance » fit l'effet d'une gifle. Ces extravagances, c'était sa passion pour la peinture, ses toiles cachées au grenier, ses rêves d'exposition dans les galeries parisiennes. Mes extravagances? Père, vous parlez de ma vocation comme d'une maladie. J'ai obtenu mon master avec mention très bien, mes professeurs encouragent mon travail. L'art ne nourrit pas une famille, Éléonore. L'art ne perpétue pas un patrimoine. Et l'amour garantit-il quelque chose? Un silence lourd tomba. Marianne baissa les yeux. Henri fixa sa fille avec exaspération. L'amour est un luxe pour ceux qui ont assuré leur base matérielle. Maître Dubois t'offrira sécurité, respect social, position enviable, la liberté de choisir ma propre vie. La liberté se mérite, se paie, et le prix est souvent plus élevé qu'on ne l'imagine. La sonnette retentit. Marguerite, la gouvernante, annonça l'arrivée de leur invité. Maître Antoine Dubois pénétra dans le salon avec l'assurance des hommes habitués au pouvoir. Grand, élégant dans son costume sur mesure, il possédait ce charisme froid des hommes d'affaires aguerris. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccables, son sourire calculé révélait une dentition parfaite. Il salua Henri chaleureusement, baisa la main de Marianne avec galanterie, puis se tourna vers Éléonore. Son regard changea, une lueur possessive s'y alluma. « Éléonore, vous êtes plus belle que jamais. » Durant le dîner somptueux, la conversation tourna autour des affaires, du marché viticole. Antoine déployait son expertise, impressionnant Henri par sa connaissance des enjeux économiques. Éléonore l'écoutait distraitement, observant les interactions, sa mère acquiesçant mécaniquement, son père se rengorgeant sous les compliments, Antoine la regardant avec cette intensité dérangeante. « Éléonore, votre père m'a dit que vous vous intéressiez à l'art. C'est charmant. J'ai quelques pièces dans ma collection, des investissements judicieux. L'art n'est pas qu'un investissement. C'est une expression de l'âme, une quête de beauté qui transcende les considérations matérielles. » Antoine sourit paternellement. L'aspect spirituel est important, mais il faut être pragmatique. L'art intelligent concilie passion et rentabilité. Henri approuva chaleureusement. Éléonore sentit une nausée l'envahir. Ces hommes réduisaient des siècles de création à des courbes de profit. Vers 22 heures, Antoine demanda à s'entretenir avec Éléonore. Près de la bibliothèque, il s'approcha d'elle jusqu'à l'encager contre les étagères. « Éléonore, soyons directs. Votre père et moi nous comprenons parfaitement. J'ai 43 ans, un niveau de réussite qui me permet d'envisager une vie de famille. Vous êtes jeune, intelligente, cultivée. Nous formerions un couple parfaitement assorti. Je n'ai pas réfléchi à de tels projets. Mes études, mon travail artistique, vos études sont terminées. Quant à votre art, il s'épanouirait parfaitement dans un mariage organisé. J'ai les moyens de vous offrir ateliers, matériel, voyages. Il ne s'agit pas de moyens matériels, il s'agit de liberté créatrice, d'indépendance. » Antoine la contempla, une lueur dangereuse dans les yeux. « Vous avez besoin de temps, mais ne tardez pas trop. Les bonnes opportunités ne se représentent pas toujours. » Cette menace voilée la fit frissonner. 1 heure plus tard, Éléonore descendit l'escalier, son sac à l'épaule, avec la grâce solennelle d'une condamnée.
Henri et Marianne l'attendaient dans le salon. « Cessons cette comédie, dit Henri. Monte te reposer. Demain, nous reparlerons calmement. Ma décision est prise. » Marianne se leva, les yeux brillants de larmes. « Ma chérie, tu ne peux pas partir comme ça, dans la nuit. Où vas-tu aller? N'importe où sera mieux qu'ici. » « N'importe où ?» Henri ricana. « Tu n'as aucune idée de la dureté du monde. Tu as vécu dans le luxe depuis ta naissance. Tu crois que tes petites toiles vont te nourrir? J'apprendrai. D'autres avèrent du talent, d'autres avèrent de la volonté, pas seulement des rêves de petite fille gâtée. » Éléonore se dirigea vers la porte, mais Henri la devança. « Très bien, tu veux partir? Parfait. Mais si tu franchis cette porte, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Tu renonces à ton héritage, ton nom, ta famille. » Marianne étouffa un sanglot. « Henri, tu ne peux pas. »« Si, j'en ai assez de ses caprices. Elle veut son indépendance, qu'elle l'assume, mais qu'elle ne vienne pas pleurer quand la réalité lui montrera son vrai visage. » Éléonore regardait cet homme qui avait été son père, ce patriarche qui préférait perdre sa fille plutôt que remettre en question son autorité. « Soit, je renonce à tout. » Henri la dévisagea, cherchant une trace de capitulation. Il n'y trouva qu'une détermination tranquille. 15 secondes pour changer d'avis. « Henri, s'il te plaît. » Marianne s'approcha de sa fille. « Rentre dans ta chambre. Nous trouverons une solution. » Éléonore prit les mains froides de sa mère. « Maman, un jour j'espère que vous comprendrez. Un jour, j'espère que vous trouverez le courage de vivre votre propre vie. » Marianne éclata en sanglots, mais Henri restait inflexible. « Écartez-vous de cette porte, père. » Henri s'effaça lentement. Éléonore ouvrit la porte et se retourna une dernière fois. Le hall, avec ses meubles anciens et ses portraits de famille, lui sembla soudain étranger. Adieu. La nuit bordelaise l'enveloppa de sa fraîcheur automnale. Cette ville qu'elle connaissait par cœur lui paraissait maintenant hostile. Elle marcha jusqu'à la gare Saint-Jean, son sac se faisant lourd à chaque pas. Dans le hall, elle consulta les horaires. Paris? Trop cher. Marseille? Puis ses yeux se posèrent sur Avignon, la cité des papes, la Provence de sa grand-mère, cette terre de lumière où elle avait passé les plus beaux étés de son enfance. Le train de nuit partait à 2h47. Elle acheta un billet avec une partie de ses 300 € d'économie. Vers 2h, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Reviens. Ton père est fou d'inquiétude. Nous pouvons tout arranger. » Éléonore contempla l'écran, puis éteignit l'appareil. Il était trop tard pour les compromis. Le train entra en gare avec un sifflement métallique. Elle monta dans un wagon à moitié vide, choisit une place côté fenêtre et cala son sac comme un bouclier contre l'incertitude. Quand le convoi s'ébranla, elle regarda les lumières de Bordeaux s'estomper dans l'obscurité. Quelque part dans cette ville endormie, ses parents essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Jusqu'où iriez-vous pour être maître de votre destin? Cette question tournait dans son esprit. Elle venait de faire le premier pas sur un chemin dont elle ignorait l'aboutissement. À l'aube, les premières collines provençales apparurent. Ces paysages de garrigues et de vignes, baignés d'une lumière dorée qu'aucun peintre n'avait su restituer parfaitement, réveillèrent des souvenirs enfouis. Grand-mère Célestine lui apprenant à reconnaître les herbes sauvages, les après-midi à peindre sous les oliviers. Parfois, pour trouver la liberté, il faut perdre tout. Cette phrase résonnait comme une prophétie. Éléonore Beaumont avait tout perdu en une nuit. Famille, sécurité, avenir programmé. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, entière, fidèle à elle-même. Le train ralentit en approchant d'Avignon. Elle aperçut les remparts médiévaux, le palais des papes dressé au-dessus du Rhône, ses pierres séculaires témoins de tant de destinées brisées et reforgées. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une jeune femme aux traits tirés, mais aux yeux brillants de détermination. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était prête à l'affronter. Avignon TGV, 5 minutes d'arrêt. Éléonore descendit sur le quai, respirant l'air frais du matin provençal. Derrière elle, son ancienne vie s'éloignait. Devant elle s'ouvrait un monde d'incertitudes, mais aussi de possibilités infinies. Elle venait peut-être de gagner l'essentiel, elle-même. Gare d'Avignon TGV, 7h23. Éléonore descendit du train, avec la sensation de pénétrer dans un rêve éveillé. La gare moderne contrastait avec l'image médiévale qu'elle gardait de la ville, mais au-delà des structures de verre, elle devinait cette lumière particulière de Provence qui avait nourri tant d'artistes. Ces 300 € ne lui permettraient pas de survivre longtemps. Il lui fallait rapidement un travail, un logement, reconstruire sa vie à partir de rien. L'ampleur de la tâche l'effrayait, mais une énergie nouvelle circulait dans ses veines. Un bus la mena au centre historique. Place de l'Horloge, elle fut submergée par la beauté du lieu.
Façade ocre et crème, platane centenaire, terrasse qui s'animait doucement. Mais cette beauté même soulignait sa précarité. Dans un café près du théâtre, elle commanda un croissant et un café, s'octroyant ce petit luxe avant d'affronter la réalité. La serveuse, cinquantaine d'années au fort accent provençal, remarqua sa mine fatiguée. « Vous venez d'arriver ? Vous avez l'air épuisé. Je cherche du travail et un logement. » En cette saison, c'est difficile. L'été touristique se termine. Les propriétaires demandent des garanties. Cette douche froide ramena Éléonore à la réalité. Elle passa la matinée à arpenter les rues, poussant la porte des magasins, restaurants, galeries. Partout, la même réponse. Nous ne recrutons pas. Son apparence soignée, ses vêtements de qualité suscitaient parfois la méfiance. Que faisait une jeune bourgeoise à chercher du travail comme une désespérée? Vers midi, épuisée, elle s'assit dans les jardins du Rocher des Dômes. La vue embrassait la vallée du Rhône, le pont Saint-Bénézet. Ironie du sort, elle était au cœur d'un des berceaux de l'art occidental, et jamais elle n'avait été aussi loin de ses rêves. Son téléphone vibra. Un message de Marianne. « Ton père accepte de discuter. Il regrette ses paroles. Reviens, nous arrangerons tout. » Éléonore contempla ce message. Un appel suffirait pour que tout redevienne comme avant. La maison familiale, le confort, la sécurité, et ce mariage avec Antoine Dubois. Elle effaça le message et éteignit son téléphone. L'après-midi s'annonçait moins clémente. Des nuages s'amoncelaient. Le vent se levait. Elle avait dépensé 15 € en transports et nourriture. Il lui restait 285 € pour refaire sa vie. Dans une galerie d'art près de la rue Joseph-Vernet, une exposante lui expliqua la difficulté de vivre de son art dans cette région pourtant si inspirante. « Ma petite, j'ai mis 30 ans à vivre correctement de mes toiles. Vous avez du talent. Ça se voit à votre façon de regarder mes œuvres. Mais le talent ne nourrit pas son artiste. » Ces paroles achevèrent de démoraliser Éléonore. Vers 17 heures, la pluie commença. D'abord quelques gouttes, puis une averse soutenue. Les passants se réfugièrent sous les porches. Mais Éléonore continua à marcher, indifférente à l'eau qui trempait ses vêtements. L'euphorie de la liberté retrouvée cédait place à l'angoisse. Peut-être son père avait-il raison. Peut-être était-elle vraiment une petite bourgeoise incapable de survivre seule. C'est alors qu'elle le vit. Il sortait d'une librairie ancienne et s'apprêtait à ouvrir un parapluie quand il la remarqua. Grand, la quarantaine, vêtu d'un pantalon de toile claire et d'une chemise blanche, il avait cette élégance naturelle des hommes qui ne cherchent pas à impressionner. Ses cheveux bruns grisonnaient aux tempes. Ses yeux sombres exprimaient une mélancolie profonde. « Mademoiselle, vous allez attraper la mort. Permettez-moi de partager mon parapluie. » Il avait un léger accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. Sa voix était chaude, rassurante, avec cette gravité des hommes qui ont beaucoup vécu. « C'est aimable, mais je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. Au contraire, vous me donnez l'occasion d'être utile. » Il déploya son parapluie et s'approcha. De près, elle distinguait mieux ses traits. Visage buriné mais harmonieux, marqué par une tristesse ancienne. Ses mains étaient élégantes, avec une chevalière discrète. « Je m'appelle Guillaume, Guillaume Arnaud. Éléonore, Éléonore Martin. » Elle venait d'abandonner spontanément le nom de ses parents. Guillaume ne releva pas cette hésitation. « Vous n'êtes pas d'ici. J'arrive de Bordeaux, je cherche du travail. Le travail est rare en cette saison. Puis-je demander dans quel domaine ? J'ai étudié l'art, mais je suis prête à faire n'importe quoi. Serveuse, vendeuse, aide ménagère. » Guillaume s'arrêta et la regarda avec attention. « L'art ? Quel domaine ? » ?»« Histoire de l'art. Et je peins aussi. Enfin, je peignais. C'est un luxe que je ne peux plus me permettre. Ne dites jamais cela. L'art n'est jamais un luxe. C'est une nécessité vitale, un besoin aussi essentiel que respirer. » Cette conviction profonde toucha Éléonore au cœur. Depuis des années, elle entendait son entourage rabaisser sa passion au rang de hobby frivole. « Vous parlez comme quelqu'un qui comprend. » Guillaume esquissa un sourire mélancolique. « J'ai appris que la beauté donne du sens à l'existence. Tout le reste n'est que survie. » Ils avaient atteint la place de l'horloge, où la pluie redoublait. Guillaume consulta sa montre. « Écoutez, Éléonore, j'ai une proposition. J'habite une propriété à 30 km d'ici, dans la campagne. C'est un domaine agricole avec une grande maison qui nécessite beaucoup d'entretien. Je cherchais quelqu'un pour m'aider. Cuisine, ménage, accueil des visiteurs. Le salaire n'est pas mirobolant, mais vous auriez le gîte et le couvert et la tranquillité pour peindre. » Éléonore le dévisageait, partagée entre espoir et méfiance. Cette proposition tombait si à pic. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas. » Guillaume réfléchit avant de répondre. « Peut-être parce que vous me rappelez quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, quelqu'un qui avait cette détermination dans le regard,
Et puis j'ai l'intuition que nous avons tous les deux besoin d'un nouveau départ. Cette sincérité convainquit Éléonore. Cet homme portait lui aussi ses blessures, ses secrets. J'accepte. Guillaume sourit, et pour la première fois, cette expression sembla sincère. Parfait. Ma voiture est rue Carnot. Nous pouvons partir quand vous voulez. Tout de suite me convient. Domaine Arnaud, 18h30. Ils sortirent d'Avignon par la nationale en direction du Luberon. Guillaume conduisait en silence et Éléonore regardait défiler les paysages provençaux, vignes succédant aux champs d'oliviers, mâts de pierre sèche aux fermes modernisées. « Pouvez-vous me parler de votre propriété ?» Guillaume gardait les yeux sur la route, mais elle perçut un changement dans son attitude. Le domaine Arnaud existe depuis 3 siècles. Mes ancêtres étaient négociants en soie, puis viticulteurs. Moi, j'ai voulu revenir à l'agriculture originelle. Olivier, lavande, aromates. Une production respectueuse de la terre. Et vous vivez seul dans cette grande propriété? Guillaume ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire se crispa. Oui, je vis seul. Le silence retomba. Éléonore comprit qu'elle venait de toucher une zone sensible. Ils quittèrent la nationale pour s'engager sur une route qui serpentait entre les collines. Le paysage devenait plus sauvage, plus beau. Des restanques de pierres sèches témoignaient du travail séculaire des paysans provençaux. Nous y sommes presque. Au bout d'une allée de cyprès apparut une bastide du XVIIIe siècle, imposante mais harmonieuse, construite dans cette pierre blonde si caractéristique. Des volets bleu lavande encadrèrent les fenêtres. Une glycine centenaire grimpait sur la façade sud. Tout autour s'étendirent des parcelles cultivées, oliviers aux troncs torturés, rangés de lavande, potagers aux légumes gorgés de soleil. C'est magnifique. Ma femme disait la même chose, répondit Guillaume d'une voix étranglée. Puis, comme s'il regrettait cette confidence, « Venez, je vais vous montrer vos appartements. » La bastide impressionnait par ses proportions et son entretien impeccable. Guillaume la fit entrer par une porte-fenêtre donnant sur une terrasse d'allée. De là, la vue embrassait toute la vallée du Luberon. Voici le salon principal. Éléonore retint son souffle. Les murs lambrissés encadraient des œuvres d'art de qualité, toiles de maîtres provençaux, pastels lumineux, sculptures modernes harmonieusement intégrées. Mais aucune photographie personnelle, aucun souvenir d'une vie partagée. Vous avez un goût très sûr. Ma femme était plus douée que moi. Je me contentais d'acheter ce qui me plaisait sans réfléchir à l'ensemble. Encore cette référence douloureuse à une épouse disparue. Il lui montra la cuisine, vaste pièce voûtée, équipée d'un piano professionnel et d'un mobilier rustique de qualité. Puis la salle à manger, avec sa table monastique et sa cheminée monumentale. Recevez-vous souvent? Plus maintenant. Mais il fut un temps où cette maison vivait, résonnait de rire. Sa voix s'éteignit. Voici votre chambre. La pièce était charmante. Sol en terre cuite, poutres peintes en blanc, mobilier provençal authentique. Une fenêtre s'ouvrait sur le potager et les oliviers. Une salle de bain moderne complétait l'ensemble. C'est parfait. Votre salaire sera de 1 200 € net par mois, plus le logement et la nourriture. C'est généreux. Quelles seront mes tâches? Entretien de la maison, préparation des repas, accueil des visiteurs. Et puis, il hésita. Il y a une pièce que je n'arrive plus à entretenir. Une chambre qui a besoin d'attention, mais que je ne peux pas nettoyer moi-même. Le mystère s'épaississait. Cette chambre cachait le secret de Guillaume. Entendu. Quand commencerai-je? Dès demain, si vous voulez. Ce soir, reposez-vous. Vous avez eu une journée difficile. Il lui montra où trouver les serviettes, expliqua le fonctionnement du chauffage. Puis il s'apprêta à la laisser. Guillaume, merci. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait confiance, mais vous ne le regretterez pas. C'est moi qui vous remercie. Cela faisait longtemps que cette maison n'avait pas accueilli une présence féminine. Sur ces mots énigmatiques, il la laissa seule. Éléonore s'assit sur le lit et contempla sa nouvelle chambre. En quelques heures, sa vie avait basculé du désespoir à un espoir inattendu. Ce Guillaume Arnaud restait un mystère, visiblement fortuné, cultivé, mais rongé par une blessure secrète. Elle rangea ses affaires, installa ses pinceaux sur la commode. Par la fenêtre, le soleil couchant embrasait les oliviers d'une lumière dorée qui rappelait Cézanne. Vers 20 heures, Guillaume frappa discrètement. Il apportait un plateau repas, soupe de légumes du potager, pain de campagne, fromage de chèvre local, fruits de saison. J'ai pensé que vous préféreriez dîner tranquillement ce soir. C'est parfait. Demain, nous prendrons nos repas ensemble si vous le souhaitez. Il s'apprêtait à repartir quand elle le retint. Cette propriété est magnifique, mais bien grande pour un homme seul. N'avez-vous jamais pensé à la transformer en maison d'hôte? Le visage de Guillaume se ferma instantanément. Non, cette maison restera telle qu'elle est.
Certains lieux ne se partagent pas avec des étrangers. Pardonnez-moi, c'est moi qui m'excuse. Cette maison a une histoire, des souvenirs que je ne suis pas prêt à diluer. Après son départ, Éléonore dîna en contemplant la nuit sur la campagne. Cette paix profonde contrastait avec l'agitation de ces dernières 24 heures. Hier, elle était Éléonore Beaumont, fille de bonne famille. Ce soir, elle était Éléonore Martin, employée de maison, libre de ses choix mais incertaine de son avenir. Elle sortit son téléphone et l'alluma. 13 messages de sa mère, 5 de son père. Elle les effaça sans les lire et éteignit l'appareil. Vers minuit, elle se glissa entre les draps frais et s'abandonna à un sommeil réparateur. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit sans angoisse, bercée par les parfums de lavande et cette sérénité des vieilles demeures provençales. Dans l'aile opposée, Guillaume contemplait la nuit depuis sa chambre. L'arrivée d'Éléonore réveillait des souvenirs qu'il s'efforçait d'enfouir depuis 3 ans. Cette jeune femme aux yeux verts lui rappelait tant Camille. Il sortit d'un tiroir secret une photographie qu'il contemplait chaque soir. Une femme brune aux yeux rieurs, debout devant un chevalet dans un atelier inondé de soleil. Camille Arnaud, son épouse adorée, disparue dans un accident 3 ans plus tôt. « Qu'est-ce que je fais, ma chérie? Cette jeune femme me rappelle tellement toi. » La photographie ne répondit pas, mais Guillaume eut l'impression que le sourire de Camille l'encourageait à ne pas rester prisonnier de sa douleur. Dans la chambre interdite, l'atelier de peinture attendait sous les housses et la poussière. Les pinceaux de Camille reposaient dans leur peau. Ses toiles inachevées tournèrent leur face vers le mur. Guillaume n'avait pas eu le courage d'y remettre les pieds depuis l'enterrement. Peut-être était-il temps que cet atelier revive, que la beauté reprenne ses droits sur la tristesse. Peut-être Éléonore était-elle arrivée au bon moment pour l'aider à exorciser ses fantômes et redécouvrir que l'art mérite toujours une seconde chance. Les jours s'écoulaient dans une routine apaisante qui effaçait progressivement les blessures du départ de Bordeaux. Éléonore avait trouvé son rythme. Lever à l'aube pour peindre quelques aquarelles, petit déjeuner partagé avec Guillaume, matinée consacrée à l'entretien de la maison, après-midi de jardinage ou de promenade dans la garrigue. Cette vie simple, rythmée par les saisons et les travaux agricoles, lui apportait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Loin des conventions sociales et des regards jugeants, elle redécouvrait sa vraie personnalité. Guillaume se révélait un compagnon discret mais présent. Il respectait ses moments de solitude artistique, mais cherchait de plus en plus sa compagnie pour les repas, les promenades vespérales, les longues conversations qui s'étiraient parfois tard dans la nuit. Un matin, Éléonore peignait dans le jardin, installée sous un olivier centenaire. Elle travaillait sur une toile représentant la Bastide dans la brume matinale, cherchant à saisir cette atmosphère particulière qui transformait chaque aube en miracle visuel. « Puis-je regarder ?» Guillaume s'approchait avec 2 tasses de café. Il contourna le chevalet et contempla la toile en silence. Son expression changea progressivement, passant de la curiosité à l'émotion, puis à une sorte de trouble profond. C'est extraordinaire. Cette façon de traiter la lumière, ces empattements dans les verres. Vous peignez exactement comme Camille. Éléonore posa son pinceau, troublée. Comment cela? Guillaume s'assit sur l'herbe. Camille avait cette même approche de la couleur, cette même sensibilité à l'atmosphère provençale. Quand je regarde votre travail, j'ai l'impression de retrouver sa vision du monde. C'est peut-être simplement que nous avons été inspirés par les mêmes paysages. Non, c'est plus profond. C'est une question de tempérament artistique, de sensibilité personnelle. Vous voyez le monde avec les mêmes yeux qu'elle. Cette révélation troubla Éléonore. Se pouvait-il que Guillaume soit attiré par elle uniquement parce qu'elle lui rappelait sa femme disparue? Guillaume, j'ai besoin de vous poser une question directe. M'avez-vous engagé parce que je vous rappelle Camille? Guillaume la regarda longuement avant de répondre. Au début, oui. Quand je vous ai vu sous cette pluie à Avignon, quand vous m'avez parlé d'art avec cette passion, j'ai eu l'impression de revoir Camille à 20 ans. C'est ce qui m'a poussé à vous proposer ce travail. Le cœur d'Éléonore se serra. Mais, continua Guillaume, au fil des jours, j'ai découvert que vous étiez quelqu'un de complètement différent. Votre personnalité, votre histoire, votre façon d'appréhender la vie. Camille était une femme solaire, expansive, qui remplissait l'espace de sa présence. Vous avez cette profondeur, cette mélancolie secrète qui vous rend mystérieuse. Cette analyse soulagea partiellement Éléonore. Et maintenant, qu'attendez-vous de moi? Guillaume se leva et fit quelques pas. Maintenant, je ne sais plus très bien. Votre présence réveille des émotions que je croyais mortes avec Camille. Pas l'amour, cela c'est trop tôt, peut-être impossible, mais cette envie de partager, de construire quelque chose ensemble. Guillaume, laissez-moi finir. Je sais que vous avez vos propres blessures, vos propres secrets.
cette fuite de Bordeaux, ce changement d'identité, je devine que vous aussi vous tentez de reconstruire votre vie sur des ruines. Il avait touché juste. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement à guérir, sans rien précipiter, sans rien forcer. Guillaume s'approcha et prit délicatement ses mains tachées de peinture. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Éléonore, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que votre arrivée ici n'est pas un hasard. Voulez-vous que je vous montre l'atelier de Camille? La question prit Éléonore au dépourvu. Depuis une semaine, ce lieu interdit hantait son imagination. Êtes-vous sûr d'être prêt? Non, mais je pense qu'il est temps. Et j'ai besoin de votre présence pour affronter cette épreuve. Ils montèrent ensemble à l'étage. Guillaume sortit un trousseau de clés d'un tiroir secret de sa chambre. Devant la porte de l'atelier, il marqua une pause, la main tremblant sur la serrure. 3 ans que je n'ai pas ouvert cette porte. Nous pouvons renoncer. Non, il faut que je le fasse. Pour elle, pour moi, pour nous. Guillaume tourna la clé et poussa lentement le battant. Une odeur de térébenthine et de poussière s'échappa de la pièce, mélange nostalgique, qui parlait d'art et d'abandon. L'atelier était exactement tel qu'Éléonore l'avait imaginé. Vaste, lumineux, orienté plein nord, mais tout était figé dans une immobilité de musée. Les pinceaux reposaient dans leur peau, encore raides de peinture séchée. Des toiles recouvertes de draps s'alignaient contre les murs. Une palette abandonnée gardait les traces colorées d'un dernier mélange. Guillaume s'avança comme dans un rêve, touchant délicatement les objets familiers. Elle était en train de peindre une série sur les oliviers du domaine. Elle disait qu'elle voulait capter leurs âmes centenaires. Il souleva un des draps et révéla une toile inachevée. Un olivier aux branches noueuses, magistralement rendu, mais dont l'arrière-plan restait à l'état d'esquisse. C'est magnifique. Elle avait un talent extraordinaire. Elle disait toujours qu'elle n'avait pas assez de temps pour peindre tout ce qu'elle voyait. Elle avait si terriblement raison. Éléonore découvrit un autoportrait saisissant. Une femme brune, aux yeux pétillants de malice, peinte avec une liberté de touche qui révélait une personnalité généreuse et passionnée. « Vous lui ressemblez » dit Guillaume, en contemplant alternativement le portrait et Éléonore. Pas physiquement, mais dans cette intensité du regard. « Guillaume, je ne veux pas être son double, je veux être moi-même. Et c'est exactement ce que je souhaite. Camille est morte, et personne ne pourra jamais la remplacer. Mais vous pourriez m'aider à réapprendre à vivre, différemment mais intensément. Et si nous commencions par nettoyer cet atelier, pas pour effacer Camille, mais pour permettre à l'art de reprendre ses droits. Cet endroit a été créé pour la beauté, pas pour la nostalgie. » Guillaume la regarda avec une expression indéchiffrable, puis un sourire éclaira son visage. « Vous avez raison. Camille détesterait voir son atelier transformé en mausolée. Elle disait que l'art était fait pour les vivants. » Ils passèrent le reste de la matinée à réorganiser l'espace, nettoyer les pinceaux récupérables, trier les couleurs, épousseter les meubles. Progressivement, l'atelier retrouvait sa vocation première. « Vous êtes sûr? Cet endroit est si chargé de souvenirs. » Justement, il faut que de nouveaux souvenirs viennent enrichir les anciens. Camille aurait voulu que son atelier serve encore à créer de la beauté. L'après-midi même, Éléonore transportait son matériel dans l'atelier de Camille. En s'installant devant la grande verrière qui donnait sur les oliviers, elle eut l'impression que l'âme de l'artiste disparu approuvait cette passation artistique. Quand Guillaume vint la retrouver au coucher du soleil, découvrant sa première toile peinte dans l'atelier, ces mêmes oliviers que Camille avait commencé à immortaliser, il eut les larmes aux yeux. « Merci, merci de redonner vie à cet endroit. » Mais Éléonore savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible. En acceptant de peindre dans l'atelier de Camille, elle acceptait d'entrer dans l'intimité de Guillaume, de partager non seulement son présent, mais aussi son passé. Les semaines qui suivirent marquèrent l'épanouissement d'une relation unique. Guillaume et Éléonore apprenaient à se connaître à travers leurs conversations, leurs silences partagés, leurs gestes du quotidien. L'atelier de Camille était devenu leur point de rencontre privilégié, lieu où l'art servait de langage à leurs émotions naissantes. Un soir d'automne, alors que les premiers froids donnaient aux paysages provençaux des teintes dorées, Guillaume rejoignit Éléonore dans l'atelier. Elle achevait une toile qui représentait la Bastide sous la lumière du couchant, baignée dans cette atmosphère magique qui fait la réputation de la Provence. « Cette œuvre est remarquable, » dit-il en s'approchant. « Vous avez saisi cette heure où le temps semble suspendu. C'est l'heure de votre maison. Chaque soir, vers 18h, elle se transforme en joyau. » Guillaume contempla la toile, puis se tourna vers Éléonore. Dans la lumière dorée qui filtrait par la verrière,
Elle lui apparut d'une beauté saisissante, non pas cette beauté classique qui l'avait frappée lors de leur première rencontre, mais une beauté intérieure qui irradiait de toute sa personne. « Éléonore, dit-il doucement, je dois vous avouer quelque chose. » Elle posa son pinceau, sentant que le moment était important. « Depuis que vous êtes ici, ma vie a retrouvé un sens. Cette maison que je croyais condamnée au silence résonne à nouveau de joie de vivre. Vous m'avez redonné l'envie de me lever chaque matin, de contempler ce paysage, de partager mes journées. Guillaume, laissez-moi finir. Je sais que notre situation est compliquée. Vous fuyez un passé douloureux. Moi, je porte le deuil d'un amour perdu. Mais peut-être que nos blessures peuvent guérir ensemble. » Il s'approcha d'elle, prit délicatement ses mains dans les siennes. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Pas de l'ombre de Camille que je voyais en vous au début, mais de la femme extraordinaire que vous êtes. » Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, firent trembler Éléonore. Elle aussi sentait naître en elle des sentiments qu'elle n'osait pas encore nommer. « Guillaume, moi aussi j'éprouve quelque chose de fort pour vous, mais j'ai peur. Peur de n'être qu'un substitut, peur de trahir Camille, peur de construire quelque chose sur des fondations fragiles. Nos fondations ne sont pas fragiles, elles sont différentes. Camille et moi, nous nous sommes aimés avec la fougue de la jeunesse. Vous et moi, nous nous apprivoisons avec la sagesse que donnent les épreuves. » Il caressa doucement son visage. « Puis-je vous embrasser ?» Pour toute réponse, Éléonore ferma les yeux et offrit ses lèvres. Leur premier baiser fut doux, tendre, chargé de toute l'émotion qu'ils avaient accumulée depuis des semaines. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Je vous aime, » murmura Guillaume. « Je vous aime aussi, » répondit Éléonore. Dans l'atelier baigné de lumière dorée, sous le regard bienveillant des œuvres de Camille, un nouvel amour venait de naître, un amour différent, apaisé, qui s'épanouirait lentement, mais sûrement. Mais leur bonheur naissant allait être mis à l'épreuve plus tôt qu'ils ne l'imaginaient. Un matin de novembre, alors qu'Éléonore peignait dans l'atelier et que Guillaume s'occupait de ses oliviers, le téléphone de la maison sonna avec insistance. Éléonore hésita avant de décrocher, mais les sonneries répétées finirent par l'agacer. « Domaine Arnaud. Bonjour. Mademoiselle Martin ?» La voix masculine, froide et autoritaire, lui glaça le sang. Elle reconnut immédiatement l'accent bordelais, cette diction châtiée qui appartenait au monde qu'elle avait fui. « Qui êtes-vous ?»« Maître Antoine Dubois. Nous nous sommes rencontrés chez vos parents il y a quelques mois. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'affaires importantes. » Le sang d'Éléonore ne fit qu'un tour. Comment cet homme avait-il retrouvé sa trace? Et que lui voulait-il? « Je n'ai rien à vous dire, maître Dubois, et je vous prierai de ne plus me contacter. J'en ai bien peur, mais vous n'avez pas le choix. Il s'agit de l'avenir de votre famille, de questions juridiques et financières qui vous concernent directement. Puis-je compter sur votre présence demain à 14 heures au Grand Hôtel d'Avignon? » Non, vous ne pouvez pas compter sur ma présence. Je n'ai plus rien à voir avec ma famille depuis que mon père m'a renié. Votre père n'a renié personne, mademoiselle Beaumont, corrigea Dubois avec un sourire audible dans sa voix. Et je vous conseille vivement de venir à ce rendez-vous. L'avenir du domaine où vous vous cachez actuellement en dépend peut-être. Cette menace à peine voilée fit l'effet d'un coup de poignard à Éléonore. Comment Dubois pouvait-il connaître l'existence du domaine Arnaud et quelle menace faisait-il peser sur Guillaume? Que voulez-vous dire? Cela, nous en discuterons demain. 14 heures, salon Mistral du Grand Hôtel. Ne me décevez pas, Éléonore. Il raccrocha, laissant Éléonore tremblante de rage et d'inquiétude. En quelques minutes, son havre de paix venait d'être souillé par l'intrusion de son passé. Comment Dubois avait-il réussi à la localiser? Et surtout, quelle menace faisait-il peser sur Guillaume et sa propriété? Quand Guillaume rentra vers midi, il trouva Éléonore effondrée dans le salon, le visage défait. Elle lui raconta l'appel de Dubois, ses menaces voilées, cette intrusion du passé dans leur présent serein. « Cet homme vous fait du chantage. Que peut-il bien vouloir après tous ces mois? Je n'en sais rien, mais il a parlé du domaine, de vous peut-être. J'ai peur qu'en me cachant ici, je vous ai attiré des ennuis. » Guillaume s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Éléonore, regardez-moi. Quoi que veuille cet homme, nous l'affronterons ensemble. Vous n'êtes plus seule. Mais si c'est à cause de moi que... Il n'y a pas de si. Vous êtes chez vous ici. Vous faites partie de ma vie maintenant. Et personne, vous m'entendez, personne ne viendra vous arracher à cette maison contre votre volonté. » Cette détermination dans la voix de Guillaume rassura partiellement Éléonore, mais l'angoisse demeurait. Elle connaissait le pouvoir et l'influence d'Antoine Dubois dans les milieux d'affaires. Si cet homme s'attaquait à Guillaume,
Les conséquences pouvaient être dramatiques. Guillaume, il faut que vous sachiez quelque chose. Ma famille, nous ne sommes pas de simples bourgeois bordelais. Mon père dirige un empire viticole qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Dubois est son avocat d'affaires et il a des relations dans toute la France. Guillaume la regarda avec surprise. Vous ne m'aviez jamais dit que votre famille était si fortunée. Parce que cela n'avait pas d'importance. Cette fortune, je l'ai refusée en partant. Mais manifestement, elle continue à me poursuivre. Peu importe leur fortune ou leur relation, nous sommes en République française, pas dans un État féodal. Ils ne peuvent pas vous contraindre à quoi que ce soit. Cette naïveté touchante fit sourire amèrement Éléonore. Guillaume, dans sa droiture naturelle, sous-estimait le pouvoir de corruption de l'argent. « Vous allez à ce rendez-vous » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Une partie de moi voudrait ignorer cette convocation. Mais Dubois a laissé entendre que le domaine pourrait être menacé. Je ne peux pas vous faire courir ce risque. Dans ce cas, nous y allons ensemble. Je veux savoir ce que cet homme vous veut et quelles menaces il profère contre ma propriété. Guillaume, ce n'est pas votre combat. Si, c'est notre combat. Depuis que vous êtes ici, vos problèmes sont devenus les miens. » Il l'embrassa tendrement. « Nous affronterons cette épreuve ensemble. » Grand Hôtel d'Avignon, le lendemain 14 ans. À 13h30, il pénétrait dans le hall feutré du Grand Hôtel d'Avignon. L'endroit suintait le luxe discret, avec ses meubles anciens, ses tapis persans, cette atmosphère de club privé qui intimidait les non-initiés. Éléonore reconnut immédiatement le territoire de prédilection de son milieu d'origine. Le salon Mistral était une pièce lambrissée donnant sur les jardins de l'hôtel. Antoine Dubois les y attendait, impeccable dans son costume 3 pièces, consultant ostensiblement sa montre Patek Philippe. À côté de lui, un homme plus jeune, la trentaine, au visage fermé et aux yeux froids, prenait des notes sur un carnet de cuir. « Éléonore !» se leva Dubois, avec ce sourire carnassier qu'elle détestait. « Quel plaisir de vous revoir. Et vous devez être Monsieur Arnaud, le propriétaire du domaine qui héberge notre fugueuse. » Guillaume serra la main tendue avec raideur. « Monsieur Dubois, j'espère que cette rencontre sera brève. Nous avons du travail. »« Oh, mais nous avons beaucoup de choses à nous dire, » répliqua l'avocat en désignant les fauteuils. « Permettez-moi de vous présenter Maître Durand, mon associé spécialisé en droit immobilier. » Cette précision fit frémir Éléonore. « Pourquoi un spécialiste de l'immobilier ?»« Monsieur Arnaud, » commença Dubois sans préambule, « connaissez-vous l'histoire complète de votre charmante employée ? Éléonore m'a raconté ce qu'elle souhaitait me confier, et cela me suffit amplement. Vraiment ? Même si je vous apprends qu'Éléonore Beaumont est l'héritière d'une fortune de 50 millions d'euros, qu'elle a abandonné une position enviable dans la société bordelaise pour jouer les cendrillons dans votre propriété ?» Guillaume jeta un regard surpris à Éléonore, mais ne broncha pas. Les origines familiales d'Éléonore ne changent rien à mes sentiments pour elle. Touchant. « Mais connaissez-vous les vrais motifs de sa présence chez vous ? Cette jeune femme est en fuite, monsieur Arnaud. Elle a quitté sa famille pour échapper à ses responsabilités, abandonner ses parents dans une période difficile. »« C'est faux !» explosa Éléonore. « J'ai quitté ma famille parce qu'on voulait me contraindre à un mariage que je refusais. Un mariage avantageux avec un homme honorable. Un mariage qui aurait sauvé l'entreprise familiale de graves difficultés financières. » Cette révélation frappa Éléonore comme un coup de massue. Des difficultés financières? Son père ne lui avait jamais rien dit de tel. « Vous mentez. » Hélas, non. L'Empire Beaumont traverse une crise majeure. Les investissements hasardeux de votre père dans le vignoble argentin ont tourné au désastre. L'entreprise a besoin d'un apport financier considérable pour éviter la faillite. Mon mariage avec vous apporterait cet apport, ainsi que mon réseau d'investisseurs. Votre mariage ? Guillaume se dressa, les poings serrés. Bien évidemment, je suis prêt à épouser Éléonore malgré sa fugue et à sauver sa famille de la ruine par la même occasion. L'arrogance de cet homme révolta Guillaume. Et si elle refuse ? Dubois eut un sourire glacial. Elle ne refusera pas, parce qu'elle est une fille responsable qui ne laissera pas ses parents sombrer dans la misère, et parce que refuser aurait des conséquences fâcheuses pour certaines personnes qui lui sont chères. « Que voulez-vous dire ?» demanda Éléonore, la gorge serrée. Maître Durand ouvrit son dossier et en sortit un document qu'il étala sur la table basse. Domaine Arnaud, propriété de monsieur Guillaume Arnaud, superficie 47 hectares, estimation 2,8 millions d'euros. Hypothèque contractée en 2021 auprès de la Banque régionale Provence-Alpes, montant restant dû 1,1 million d'euros. Guillaume pâlit. Comment avez-vous obtenu ces informations? Nous avons nos sources. Ce qui m'intéresse, c'est que cette hypothèque arrive à échéance dans 6 mois et que, selon nos informations,
Les revenus actuels du domaine ne permettront pas le remboursement anticipé. C'est exact, mais j'ai un plan de financement. Plusieurs banques sont intéressées par un refinancement. Vraiment? Même après les récents déboires de l'agriculture bio en région PACA? Même après la découverte de certaines irrégularités dans votre dossier fiscal? Le sang de Guillaume se glaça. Quelles irrégularités? Mon comptable. Oh, rien de bien méchant. Quelques erreurs de déclaration, des déductions abusives sur les frais d'amortissement. Le genre de détails qui passent inaperçus, sauf si quelqu'un attire l'attention des services fiscaux. La menace était claire. Dubois avait les moyens de déclencher un contrôle fiscal qui pourrait ruiner Guillaume, compromettre le refinancement de son domaine, l'acculer à la vente forcée. Vous êtes en train de faire du chantage. Moi? Pas du tout. Je constate simplement que M. Arnaud a besoin d'un environnement serein pour mener à bien ses projets, et qu'Éléonore a besoin de retrouver sa place dans sa vraie famille. Éléonore comprenait maintenant toute la perversité du plan de Dubois. En menaçant Guillaume, il s'attaquait à ce qu'elle avait de plus cher, la forçant à choisir entre son amour et la sécurité de l'homme qu'elle aimait. Que proposez-vous exactement? C'est très simple. Vous rentrez à Bordeaux, vous m'épousez dans les plus brefs délais, et vous oubliez cette parenthèse provençale. En échange, votre père obtient les fonds nécessaires pour sauver son entreprise, et M. Arnaud peut poursuivre tranquillement ses activités agricoles. Et si je refuse? Dubois haussa les épaules avec une indifférence calculée. Les Beaumont font faillite, vos parents perdent tout. Quant à M. Arnaud, il risque de passer des moments difficiles avec l'administration fiscale. Qui sait? Il pourrait même être contraint de vendre son domaine pour régler ses dettes. La monstruosité de ce chantage coupa le souffle à Éléonore. Dubois tenait entre ses mains l'avenir de tous ceux qu'elle aimait. Ses parents menacés de ruine, Guillaume menacé d'expropriation. Combien de temps me donnez-vous pour réfléchir? 48 heures. Après quoi, j'entame les procédures qui sauvegarderont les intérêts de tous, y compris les vôtres. Dubois se leva, suivi de son associé. Éléonore, vous êtes une femme intelligente. Vous comprendrez que l'amour romantique ne fait pas le poids face aux réalités économiques. Votre place est à Bordeaux, aux côtés d'un homme capable de vous offrir la position sociale que mérite votre éducation. Le retour au domaine se fit dans un silence pesant. Guillaume conduisait d'une main crispée, tandis qu'Éléonore regardait défiler les paysages provençaux avec l'amertume de celle qui sait qu'elle va peut-être les quitter pour toujours. Une fois dans la maison, ils s'installèrent dans le salon sans allumer les lampes, comme si l'obscurité pouvait les protéger de la brutalité des révélations. 50 millions d'euros, dit finalement Guillaume. Vous ne m'aviez jamais dit que votre famille était si riche, parce que cette richesse ne m'a jamais intéressé. Elle était même devenue une prison dorée dont je voulais m'échapper. Une prison que vous avez abandonnée pour venir vous réfugier chez un simple agriculteur endetté. Il y avait une amertume nouvelle dans la voix de Guillaume, une blessure d'orgueil qu'Éléonore comprenait parfaitement. Guillaume, cet argent ne m'a jamais appartenu moralement. Il était le prix de ma soumission, de mon renoncement à être moi-même. En venant ici, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. La liberté, l'amour, l'authenticité. Et maintenant, ce passé que vous aviez fui revient nous détruire. Guillaume se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. Au loin, les oliviers centenaires se dressaient dans la pénombre, témoins silencieux de 3 siècles d'histoire familiale. Ce domaine appartient à ma famille depuis 1720. Mon arrière-arrière-grand-père l'a acheté avec l'argent gagné dans le commerce de la soie. Mon arrière-grand-père y a planté ces oliviers que vous peignez. Camille et moi rêvions d'y élever nos enfants. Sa voix se brisa. Et maintenant, par ma faute, vous risquez de tout perdre. Non, pas par votre faute. Par la cupidité d'un homme qui n'a aucun scrupule à détruire des vies pour satisfaire ses ambitions. Il revint s'asseoir près d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Éléonore, je veux que vous sachiez quelque chose. Même si je perds cette propriété, même si je dois recommencer à zéro ailleurs, je ne regretterai jamais de vous avoir aimé. Ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie, depuis la mort de Camille. » Ces mots touchèrent Éléonore au cœur, mais ils renforçaient aussi sa culpabilité. Comment accepter que Guillaume sacrifie l'héritage de ses ancêtres pour un amour qu'elle avait apporté avec ses propres démons? Et si nous nous battions, si nous refusions de céder au chantage de Dubois? Guillaume eut un sourire amer. Avec quels moyens? Cet homme a visiblement étudié notre situation dans les moindres détails. Il sait que j'ai contracté cette hypothèque pour financer la conversion bio du domaine, que mes revenus actuels ne permettent pas un remboursement anticipé. Il sait que le moindre contrôle fiscal m'obligerait à vendre pour régler les pénalités. Mais vos projets de refinancement?
Vous croyez qu'une banque acceptera de refinancer un client sous le coup d'une enquête fiscale? Dubois a choisi ses armes avec précision. Il nous tient. L'amertume de cette conclusion accabla Éléonore. Elle qui avait cru échapper définitivement à l'emprise familiale, découvrait que personne n'échappe vraiment au pouvoir de l'argent. Ce soir-là, ils s'aimèrent avec une passion désespérée, comme si leur corps pouvait conjurer par leur union l'adversité qui les menaçait. Éléonore découvrait enfin cette intimité physique qu'elle avait tant désirée, mais dans des circonstances qui transformaient chaque caresse en promesse arrachée au destin. Au petit matin, blottie contre Guillaume endormi, elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser cet homme perdre l'héritage de ses ancêtres à cause d'elle. Elle ne pouvait pas laisser ses parents sombrer dans la ruine par orgueil personnel. Elle se leva sans bruit, s'habilla en silence et descendit dans la cuisine pour préparer un petit déjeuner qu'ils ne prendraient pas ensemble. Sur la table, elle déposa une lettre qu'elle avait écrite dans la nuit. « Mon amour, quand tu liras ces lignes, je serai déjà en route pour Bordeaux. Ne me cherche pas, ne me suis pas, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Je rentre affronter mon destin pour que tu puisses conserver le tien. Ce domaine représente 3 siècles d'histoire familiale. Je n'ai pas le droit de le sacrifier à notre amour, si beau soit-il. Dubois obtiendra peut-être ma soumission, mais il n'aura jamais mon cœur. Celui-ci t'appartient pour toujours, quoi qu'il arrive. Nos quelques mois ensemble resteront les plus beaux de ma vie. Prends soin de l'atelier de Camille. Continue à créer, à honorer sa mémoire et la nôtre. Peut-être qu'un jour, quand tout sera réglé, nous pourrons nous retrouver. Ne m'oublie pas, comme je ne t'oublierai jamais. Éléonore. Elle contempla une dernière fois cette cuisine où ils avaient partagé tant de moments heureux. Ce salon où ils avaient découvert l'amour. Cet escalier qui menait à l'atelier de Camille, devenu le sien. Puis elle prit son sac de voyage et sortit dans l'aube provençale. Le taxi l'attendait au bout de l'allée de cyprès. Alors qu'il s'éloignait vers Avignon, Éléonore se retourna une dernière fois vers la Bastide endormie. Quelque part dans cette maison, Guillaume dormait encore, ignorant qu'à son réveil, sa vie aurait de nouveau basculé. Mais elle était déterminée à se battre, à négocier, à trouver un moyen de protéger ceux qu'elle aimait. Cette guerre que lui imposait Dubois, elle ne la perdrait pas sans combattre, car l'amour véritable, celui qu'elle avait découvert auprès de Guillaume, méritait tous les sacrifices. Bordeaux, hôtel particulier des Beaumont, 16h30. Le taxi déposa Éléonore devant la grille familiale, avec la même indifférence qu'il l'avait emmenée à la gare 4 mois plus tôt. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle revenait en guerrière, armée de l'amour que Guillaume lui avait donné et de la détermination de protéger ceux qu'elle chérissait. L'hôtel particulier n'avait pas changé. Même façade de pierre blonde, même volet sculpté, même impression d'opulence froide qui l'avait étouffé pendant 23 ans. Seuls les jardins semblaient moins entretenus, comme si la crise financière évoquée par Dubois commençait à marquer les détails. Mademoiselle Éléonore. La voix de Marguerite, la gouvernante, trahissait un mélange de joie et d'incrédulité. « Mon Dieu, c'est bien vous! Madame va être si heureuse !» Quelques secondes plus tard, Marianne Beaumont dévalait les marches du perron, les larmes aux yeux, les bras tendus vers sa fille. Cette mère qu'Éléonore avait laissée soumise et effacée semblait avoir vieilli de 10 ans en 4 mois. « Ma chérie, ma petite fille, tu es revenue. Nous avons eu si peur, si mal. » Éléonore se laissa étreindre, découvrant avec surprise qu'elle avait manqué à sa mère plus qu'elle ne l'avait imaginé. Marianne avait maigri, ses cheveux avaient blanchi et ses yeux portèrent la marque d'inquiétude constante. « Où est père ?»« Dans son bureau. »« Il ne va pas bien, Éléonore. Cette histoire l'a beaucoup affecté. Et puis les affaires vont très mal. Nous risquons de tout perdre. » Cette confirmation des révélations de Dubois serra le cœur d'Éléonore. Ainsi, l'empire paternel s'effritait vraiment, et son départ avait coïncidé avec cette débâcle. Dans le bureau d'Henri, elle découvrit un homme transformé, amaigri, les traits tirés, les cheveux blanchis aux tempes. Ses yeux se posèrent sur sa fille avec un mélange de soulagement et de reproche. « Éléonore, tu es revenue. »« Bonjour, père. Dubois m'a contacté. Il m'a parlé de difficultés financières. » Henri expliqua la catastrophe argentine, les 12 millions d'euros perdus, l'entreprise surendettée. Éléonore découvrait que son père, le patriarche intransigeant, s'était effondré sous le poids de ses erreurs. Et Dubois? Dubois a une solution. Ses investisseurs privés sont prêts à injecter 15 millions d'euros dans l'entreprise, de quoi nous sauver et même nous relancer. En échange de quoi? De ton mariage avec lui. Il veut intégrer la famille, devenir actionnaire majoritaire, prendre la direction effective du groupe. Henri la regardait avec une supplication qui lui fendait le cœur. « Éléonore, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça,
après ce qui s'est passé. Mais nous sommes perdus sans cette alliance. Père, vous ne pouvez pas me demander d'épouser un homme que je n'aime pas pour sauver vos affaires. Je ne te demande rien. Je constate que nous sommes dans une impasse et que Dubois détient la seule clé de sortie. C'est alors que Marianne explosa d'une colère que personne ne lui connaissait. Une belle vie? Tu appelles ça une belle vie? 30 ans à acquiescer à tes décisions, à effacer ma personnalité derrière la tienne, à renoncer à mes rêves pour servir ton ambition? Tu crois que j'ai été heureuse? Cette révolte inattendue stupéfia Henri et Éléonore. Marianne, la femme soumise et effacée, se dressait enfin contre des décennies d'oppression conjugale. J'avais des rêves, moi aussi, avant notre mariage. Je voulais enseigner l'histoire de l'art, voyager, découvrir le monde. Tu m'as convaincu que mon bonheur passerait par le tien. Marianne se tourna vers Éléonore, les yeux brillants de larmes et de détermination. Ma chérie, ne fais pas comme moi. Ne sacrifie pas ton bonheur à l'autel des convenances familiales. Si tu aimes quelqu'un d'autre, batte-toi pour lui. Cette déclaration maternelle bouleversa Éléonore. Sa mère lui donnait la force de résister aux pressions familiales. Maman, un jour j'espère que vous comprendrez. Un jour, j'espère que vous trouverez le courage de vivre votre propre vie. Dis-nous la vérité. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un que tu aimes vraiment? Demanda Marianne. Éléonore hésita, puis décida de faire confiance à cette mère qui venait de révéler sa vraie personnalité. Oui, il y a quelqu'un, un homme bon, généreux, qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente socialement. Et tu l'aimes? Je l'aime à en mourir. Cette confession arracha un sanglot à Marianne. Alors marie-toi avec lui, ma chérie, même si vous devez être pauvre, même si vous devez recommencer à zéro. L'amour vaut tous les sacrifices. Très bien, dit Henri d'une voix blanche. Puisque vous êtes toutes les deux d'accord pour sacrifier notre famille à vos chimères romantiques, nous irons au bout de la logique. Nous ferons faillite, nous perdrons tout. Père, attendez, je ne veux pas que vous perdiez tout, mais donnez-moi une chance de trouver une autre solution. Quelques jours pour explorer d'autres pistes. Henri se retourna, et elle lut dans ses yeux un espoir qu'il tentait de dissimuler. Dubois m'a donné 48 heures pour réfléchir, réclamer le même délai auprès des banques, 48 heures pour vous présenter un plan de sauvetage alternatif. Et si tu échoues? Éléonore prit une profonde inspiration. Si j'échoue, j'épouserai Dubois. Cette promesse arracha un cri de douleur à Marianne et un soupir de soulagement à Henri, mais Éléonore était déterminée à ne pas en arriver là. Elle avait 48 heures pour sauver sa famille sans se sacrifier. Elle passa la nuit à analyser minutieusement tous les documents financiers de l'entreprise familiale. Ce qu'elle y découvrit la stupéfia. Les pertes argentines, bien réelles, étaient certes catastrophiques, mais plusieurs actifs familiaux avaient été sous-évalués ou carrément oubliés dans les bilans de crise. « Père, dit-elle le lendemain en étalant ses calculs sur la table, vous n'êtes pas aussi ruiné que vous le croyez. Ces actifs négligés représentent au moins 8 millions d'euros. » Henri examina ces tableaux avec un intérêt croissant. « Tu as peut-être raison, mais 8 millions ne suffisent pas à combler le déficit. » « Non, mais ils changent complètement la donne pour négocier avec les banques. Avec ces garanties supplémentaires, vous pouvez obtenir un étalement des dettes et éviter la liquidation immédiate. « Et ensuite ?» demanda Marianne. « Ensuite, nous modernisons radicalement l'exploitation. Conversion bio sur tous les vignobles, développement de l'œnotourisme, vente directe aux particuliers, exportation vers l'Asie. » Henri fronça les sourcils. Ces transformations prennent des années avant d'être rentables. Mais elles valorisent immédiatement l'entreprise aux yeux des investisseurs. Père, imaginez, au lieu de subir un rachat hostile de Dubois, vous pourriez attirer des partenaires respectueux qui croient en l'avenir du bio. En parallèle, Éléonore avait secrètement contacté des investisseurs éthiques, explorant discrètement les réseaux de l'agriculture biologique. Chaque découverte renforçait sa conviction qu'une solution existait. Le jour J, elle avait rendez-vous avec Dubois pour lui donner sa réponse. Mais elle avait également organisé une réunion avec des investisseurs parisiens spécialisés dans le bio, prêts à reprendre le dossier à des conditions plus avantageuses. L'entrevue avec les investisseurs fut concluante. 15 millions d'euros pour une participation minoritaire de 35%, en préservant la direction familiale et en apportant l'expertise technique nécessaire. Il ne restait plus qu'à affronter Dubois une dernière fois. Cabinet Dubois & Associés, 17 heures. Éléonore pénétra dans les bureaux de Dubois avec l'assurance d'une femme qui détient enfin les clés de sa liberté. L'avocat l'accueillit avec son sourire carnassier habituel. « Alors, Éléonore, avez-vous pris la bonne décision ?»« J'ai pris ma décision, Antoine. J'ai trouvé une solution pour sauver l'entreprise familiale sans passer par votre chantage. »
Elle étala devant lui les propositions des investisseurs parisiens, les études de viabilité, les garanties bancaires. Le visage de Dubois se décomposa progressivement. « Vous croyez pouvoir me faire chanter avec ces paperasses ? Je ne vous fais pas chanter. Je vous informe simplement que vos services ne sont plus nécessaires. Ma famille a trouvé des partenaires plus respectueux. Et concernant les difficultés de votre petit agriculteur, Éléonore sortit de son sac un dossier qu'elle avait constitué avec l'aide d'un journaliste d'investigation, preuve des malversations de Dubois, témoignages de ses victimes, documents compromettants. Concernant Guillaume, vous allez immédiatement cesser toute forme de harcèlement. Sinon, ce dossier trouvera son chemin vers la presse et le barreau. Dubois examina les documents. Son assurance cédant place à l'inquiétude. Comment avez-vous obtenu tout cela? Disons que l'amour rend capable de tout quand on veut protéger ceux qu'on chérit. Vous croyez vraiment pouvoir me détruire? Je n'ai pas besoin de vous détruire. Vos propres actions s'en chargent. Ces documents ne font qu'accélérer un processus inéluctable. Dubois comprit qu'il était vaincu. La petite bourgeoise docile qu'il pensait manipuler s'était transformée en adversaire redoutable. Très bien, vous avez gagné cette manche. Mais ne croyez pas que tout soit fini. Si, Antoine, tout est fini entre nous, définitivement. Le printemps provençal explosait dans toute sa splendeur. Les oliviers centenaires se parèrent d'une floraison délicate. Les champs de lavande préparaient leur future symphonie mauve. Et l'atelier de Camille résonnait à nouveau de cette joie créatrice qui avait déserté les lieux depuis 3 ans. Éléonore achevait une toile ambitieuse, un grand paysage du Luberon qui synthétisait 6 mois de bonheur retrouvé. Ses couleurs avaient gagné en éclat, ses compositions en audace. L'amour épanoui nourrissait son art d'une énergie nouvelle. Guillaume entra dans l'atelier, portant 2 tasses de café et un sourire radieux. « Comment va ma femme préférée ?»« Ta seule femme, j'espère », répliqua Éléonore en l'embrassant. Leur mariage avait eu lieu 1 mois plus tôt, dans la plus stricte intimité. Seules les 2 familles et quelques amis proches avaient assisté à cette cérémonie simple mais émouvante, célébrée dans l'église du village voisin. Marianne avait pleuré de bonheur en voyant sa fille rayonner d'un bonheur authentique. L'entreprise Beaumont, sauvée par les investisseurs éthiques, entamait sa reconversion biologique sous la direction conjointe d'Henri et d'Éléonore. La jeune femme avait découvert un talent insoupçonné pour les affaires, tempéré par une conscience écologique que son père apprenait à respecter. Marianne avait elle aussi trouvé sa voie. Encouragée par l'exemple de sa fille, elle avait quitté Henri, à l'amiable, pour reprendre des études d'histoire de l'art à l'université de Bordeaux. À 55 ans, elle recommençait sa vie avec une énergie de jeune femme. Quant à Dubois, il avait été radié du barreau suite aux révélations du journaliste d'investigation. Son empire s'était effondré, ses complices avaient été arrêtés, ses victimes avaient enfin obtenu justice. Éléonore ne ressentait aucune pitié pour cet homme qui avait failli détruire sa vie, mais une satisfaction tranquille de voir le bien triompher du mal. Ce soir-là, alors que le soleil couchant embrasait les oliviers du domaine, Guillaume et Éléonore se promenaient main dans la main entre les rangées centenaires. Ils s'arrêtèrent devant l'arbre que Camille avait commencé à peindre et qu'elle avait achevé dans son style personnel. « Croyez-vous qu'elle approuve ?» demanda Éléonore. « J'en suis certain. » Camille voulait que cet endroit continue à vibrer d'amour et de créativité. Grâce à vous, son rêve continue, notre rêve. Car désormais, nous rêvons ensemble. Guillaume s'arrêta et prit les mains de sa femme dans les siennes. « Éléonore, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. Je vous écoute. Quand vous êtes arrivée dans ma vie, j'étais un homme brisé qui survivait en cultivant ses souvenirs. Vous m'avez rendu la capacité d'aimer, d'espérer, de construire l'avenir. Pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant, Guillaume. Mais ce n'est pas tout. Vous m'avez aussi donné envie de transmettre cet amour, de le multiplier, de lui donner une dimension nouvelle. » Éléonore commençait à comprendre où il voulait en venir, et son cœur s'accélérait. « Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'aimerais que nous ayons un enfant, un petit être qui grandirait entre ces oliviers, qui apprendrait l'art dans l'atelier de Camille, qui perpétuerait l'amour que nous partageons. » Cette proposition bouleversa Éléonore de bonheur. Un enfant avec Guillaume, dans ce cadre idyllique, entouré d'amour et de beauté, c'était exactement ce dont elle rêvait, sans oser se l'avouer. « Oui, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Oui, j'aimerais porter votre enfant, Guillaume. J'aimerais que notre amour prenne cette forme merveilleuse. » Ils s'embrassèrent passionnément sous les oliviers que caressait la brise provençale. Au loin, les lumières du village commençaient à scintiller, et la première étoile apparaissait dans le ciel qui s'assombrissait. 1 an plus tard, l'automne dorait à nouveau la Provence, mais cette fois,
Une joie nouvelle habitait le domaine Arnaud. Dans l'atelier de Camille, devenu celui d'Éléonore, un berceau en bois d'olivier trônait près du chevalet. Camille Éléonore Arnaud, née 3 mois plus tôt, dormait paisiblement pendant que sa mère peignait. L'enfant était le parfait mélange de ses parents, les yeux verts d'Éléonore, les cheveux bruns de Guillaume, et déjà cette sérénité particulière des êtres nés dans l'amour. Guillaume l'avait prénommée Camille en hommage à sa première épouse, avec l'accord enthousiaste d'Éléonore qui y voyait une belle façon d'honorer la mémoire de celle qui avait, d'une certaine manière, préparé leur rencontre. « Elle a votre sourire », observait Brigitte Moreau, la galeriste parisienne, qui était venue inaugurer l'exposition Dialogue de femmes, présentant côte à côte les œuvres de Camille et d'Éléonore. Le succès avait dépassé toutes les espérances. Critiques élogieuses, ventes importantes, commandes de collectionneurs. « Votre prochaine série sur la maternité promet d'être extraordinaire », continuait Brigitte. « Ces esquisses de votre fille sont déjà saisissantes. » Éléonore sourit en regardant ses dernières toiles. Depuis la naissance de Camille, son art avait encore évolué, s'enrichissant d'une tendresse nouvelle, d'une plénitude qui transparaissait dans chaque coup de pinceau. Guillaume entra dans l'atelier, portant un plateau avec du thé et des gâteaux. Il avait cette expression de bonheur tranquille des hommes comblés par la vie. « Comment va notre petite artiste ?» demanda-t-il en se penchant sur le berceau. « Elle observe tout, elle enregistre tout. Je suis sûr qu'elle sera peintre elle aussi. Ou agricultrice bio. Elle adore quand je l'emmène voir les oliviers. Pourquoi pas les deux? L'art et la terre se nourrissent mutuellement. » Cette conversation futile sur l'avenir de leur fille les remplissait d'une joie simple. Ils avaient traversé tant d'épreuves pour en arriver là que chaque moment de bonheur familial prenait une saveur particulière. Le soir venu, ils dînèrent sur la terrasse, comme ils en avaient pris l'habitude. Camille dormait dans son berceau entre eux, et les parfums de la garrigue montaient dans l'air tiède. Au loin, les lumières d'Avignon scintillaient, comme des étoiles terrestres. « Parfois, j'ai du mal à croire que nous sommes vraiment arrivés jusqu'ici », murmura Éléonore en berçant Camille. « Moi aussi, il y a 2 ans, j'étais un veuf inconsolable, et vous, une jeune femme en fuite. Regardez-nous maintenant. Parfois, pour trouver la liberté, il faut perdre tout », murmura Éléonore en repensant à cette phrase qui l'avait accompagnée depuis son départ de Bordeaux. « Et parfois, » répondit Guillaume, « perdre tout permet de gagner l'essentiel. » Dans l'atelier qui surplombait les oliviers, les toiles de Camille et d'Éléonore dialoguaient silencieusement, témoignant que l'amour véritable ne meurt jamais, qu'il se transforme, évolue, renaît sous de nouvelles formes. L'art et la passion avaient triomphé des conventions sociales, l'authenticité avait vaincu les compromis, et 2 cœurs blessés avaient trouvé dans leur union la force de guérir et de s'épanouir. L'histoire d'Éléonore Beaumont, devenue Éléonore Arnaud, était celle de toutes les femmes qui refusent de sacrifier leurs rêves aux exigences sociales, qui préfèrent l'incertitude de la liberté à la sécurité de la soumission. Elle prouvait qu'avec du courage, de l'intelligence et beaucoup d'amour, il est possible de vaincre les obstacles les plus redoutables et de construire un bonheur authentique. Sous les étoiles de Provence, dans le parfum entêtant de la garrigue et le bruissement éternel des oliviers, une nouvelle génération se préparait à grandir. Une génération qui grandirait dans l'amour, la liberté et la beauté, perpétuant l'espoir que le monde peut toujours changer pour le meilleur quand des cœurs courageux osent défier l'ordre établi. Ainsi se termine l'histoire d'Éléonore, expulsée de chez elle sans rien, qui trouva auprès d'un homme généreux bien plus que la sécurité matérielle, l'amour véritable, la liberté de créer et la force de transformer non seulement sa propre vie, mais celle de tous ceux qu'elle chérissait. Une histoire qui prouve que parfois, perdre tout permet de gagner l'essentiel, soi-même. Tout comme Éléonore a trouvé le courage de choisir l'amour véritable plutôt que les conventions sociales, nous avons tous le pouvoir de réécrire notre propre histoire quand nous avons suffisamment de courage pour le faire. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez au pouvoir transformateur du courage, écrivez « courage » dans les commentaires. J'adore savoir que ces récits vous inspirent. Et si vous voulez plus d'histoires émouvantes comme celle-ci, laissez ce like. Abonnez-vous à la chaîne et aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés pour continuer ensemble ce voyage d'histoire qui réchauffe l'âme.